Nous avons du mal à comprendre. Enfin, un observateur, je dirais, attentif et ayant un tout petit peu de mémoire a un petit peu de mal à comprendre finalement où on en est. Est-ce que on est vraiment encore sur l'idée d'un dispositif obligatoire, universel, s'imposant à tous? Est-ce qu'on est sur un dispositif qui va être financé par une taxe? Il paraît que non maintenant. Est-ce que l'équilibre des différents objectifs que poursuit le dispositif sont aujourd'hui arrêtés, et est-ce que vous y voyez vous-même plus clair dans ce projet? Écoutez, je vais vous répondre dans l'état actuel de mes investigations, de mes connaissances qui sont dans ce domaine, je dois dire, assez modestes. Je découvre des dysfonctionnements que je n'avais pas imaginés. En tout état de cause, le texte qui nous était arrivé... Ça ne nous rassure pas énormément. Hein. Écoutez, je vais vous expliquer ma démarche. Le texte qui nous était arrivé venant de l'Assemblée nationale avec sur ce sujet GUL, je pourrais dire un autre mot sur un autre sujet, mais c'est peut-être pas ce qui préoccupait votre auditoire, c'était sur le PLUI, mais peu importe. Nous semblait squelettique, et je pèse mes mots. Ça voulait dire que du côté opérationnel, il n'y avait rien, la marge était donnée, devait être définie par, la marge opérationnelle devait être définie par un décret. J'ai une horreur des décrets, parce que ça veut dire donner la main à n'importe quelle administration pleine de bonnes intentions, certes. Ça échappe au Parlement. Complètement. Et vous pouvez même arriver à avoir des décrets qui sont contradictoires avec l'esprit de la loi. Donc là-dessus, je me bats. Il y a deux choses sur lesquelles je me bats dans ma commission. La commission que je préside des affaires économiques, ce sont les rapports. Ça veut dire qu'on botte en touche, qu'on ne sait pas résoudre le problème. Dans ce cas-là, il n'y a qu'à pas légiférer. C'est plus simple que ça. Et en tous les cas, donner, je dirais, au gouvernement, soumettre un rapport au Parlement, on sait pertinemment que personne ne les lit. Et d'autre part, mais c'est clair, vous avez des tonnes de rapports qui sont faits dont personne ne se sert, sauf le tribunal administratif, et qui peut arriver, avec ses interprétations, créer une jurisprudence qui est complètement déphasée par rapport à ce que le législateur a voté. Il y a plein d'exemples dans ce domaine-là. Et donc, le texte était pour le moins squelettique, je pèse mes mots, et même dans le squelette, il devait manquer des membres. Donc, non, je ne peux pas dire autre chose. Non, mais ça m'est égal. C'est la définition de quelque chose qui ne tient pas debout. Non, mais mais ça dépend quel membre. Enfin, bon. Non, je m'arrête là. Non, là, on va déraper. Non, simplement, ça nous semblait pas assez complet. Quand je dis squelettique, c'était les mots du rapporteur, donc je ne crée pas des droits d'auteur là-dessus. Et donc, il y a eu des propositions d'amendements émanant de différents bords sur ce fameux article 8. Vous devez le connaître par cœur. Et donc, je dis face à cette montée d'amendements qui allaient dans des sens différents, obligatoires, pas, le fameux universel, enfin bon, taxe ou pas, assureur ou pas, enfin quelle est la part où on mettait le curseur entre l'État et les assureurs, enfin c'était un brouillard pour ce qui nous concernait. J'ai fait une proposition en séance dans l'hémicycle leur disant écoutez, je crois que tout le monde est de bonne foi dans cette histoire, j'espère. On va créer un groupe de travail intergroupe. Et donc, j'ai constitué un groupe de travail de 11 membres. Je peux vous donner la composition. Il y a 3 UMP, 3 PS, 2 UDI, un PC, un vert. Oui. Ah ben j'ai oublié le rapporteur qui sera un radical. Donc le compte est bon. Oui, mais on travaille dans cette ambiance-là, vous savez, dans ma commission. On peut se dire les choses. Et nous avons fait la première réunion en mettant sur la table tous les thèmes qu'on avait abordés. Je pars sans idée préconçue, je vous le dis. Par contre,
Le constat était unanime du dysfonctionnement actuel de la GRL. Donc à partir de là, qu'est-ce qu'on peut faire d'efficace, de gagner en efficience? À mon avis, on a une marge de progression tout à fait remarquable. Et donc à partir de là, toutes les idées vont être sur la table et on espère arriver, en tous les cas, lors de l'esprit qui est présidé hier soir à cette première réunion constitutive, c'est que tout le monde voulait aboutir à une proposition réunissant évidemment le consensus le plus large possible. Et on va faire une série d'auditions, donc les professionnels, les assureurs, etc. Voilà où j'en suis depuis hier soir. C'est un peu à la mode en ce moment, mais c'est une remise à plat, si je comprends bien. Quand vous mettez un squelette à plat, je ne sais pas ce que ça donne, mais je ne suis pas médecin légiste. Alors, ce qui ressortait des interventions précédentes, c'est que finalement, vous dites que la GRL ne fonctionne pas. En fin de compte, elle fonctionne des débats. Elle fonctionne dans un des objectifs qu'elle avait, qui était de sécuriser les bailleurs. C'est un peu la conclusion à laquelle on est arrivé tout à l'heure. Parce que finalement, les bailleurs ont aujourd'hui une espèce de gamme de produits sécurisants. Qu'on se mette bien d'accord sur les mots. Je n'ai pas dit qu'elle ne fonctionnait pas, j'ai dit qu'elle dysfonctionnait. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Par contre, ce qui ressortait, c'est que l'objectif, en fait, de permettre un accès facilité à certaines catégories de salariés ou de candidats locataires qui, aujourd'hui, ne présentent pas les garanties nécessaires, n'ont pas exactement le niveau de ressources qu'on attend d'eux ou qui n'ont pas de gens pour les cautionner. Cet objectif-là, la GRL finalement ne le remplit que dans les zones non tendues, c'est-à-dire là où il n'y a pas besoin, en fin de compte. La plupart du temps. Bon, à part les cas de mauvaise foi qu'évoquait mon voisin. Mais... Comment est-ce qu'on peut comment est-ce qu'on peut atteindre ce deuxième objectif qui est de fluidifier et de faciliter l'accès au logement de catégories qui intéressent particulièrement le MEDEF, par exemple, les salariés, les jeunes salariés, les salariés dont on veut qu'ils soient mobiles, et puis qui intéressent également les syndicats de salariés, puisque eux-mêmes, je dirais, défendent le pouvoir d'achat et la facilité de se loger décemment. Hein, voilà. Il est clair que j'imagine que l'objectif initial était de favoriser, en tous les cas de mettre sur le marché un certain nombre de logements qui actuellement, pour différentes raisons, des réticences des propriétaires, etc., reculent face à des problèmes qu'ils rencontrent avec les locataires. Il faut se dire les choses telles qu'elles sont, et les procédures que vous évoquiez tout à l'heure, les longueurs, etc., évidemment. Donc, faut trouver une solution pour que ces logements soient à disposition, effectivement, des locataires, des salariés, et en même temps sécurisant les propriétaires, le maximum. Et ceci avec une efficience, donc à la fois, je ne parle pas à long terme, c'est que toutes ces procédures qu'on peut imaginer, en fait, ce qu'on mettra en place devront être très rapides, et pour que tout le monde ait confiance et que le système fonctionne réellement avec la plus grande efficacité possible. Mais je pars sans idée préconçue là-dessus. Donc on partira du diagnostic actuel, quels sont les problèmes posés par la GRL, et j'ai cru comprendre, d'après les auditions qu'a fait le rapporteur Claude Dillin, qu'il y avait quand même quelques problèmes à régler dans la GRL, tels que l'assiette, etc. Bon. La partie qu'on appelle universelle ou pas, elle ne sera plus universelle, puisque dans le texte, en tous les cas, qui est sorti du Sénat, tout le parc de logements sociaux est sorti de ce système.